premier craquement ébranle l'empire pétrolier le plus orgueilleux du Moyen-Orient, celui de l'Anglo-Persian Oil Company. En Perse, Reza Khan, un officier de cosaques formé par les soviétiques, ulcéré de la faiblesse du dernier représentant de la dynastie Kadjar, marche sur Téhéran en 1921 à la tête de ses troupes et prend la direction du pays. En 1924, renonçant à proclamer la République, il dépose le dernier Kadjar et se fait couronner empereur sous le nom de Reza Shah. À l'époque, les turbulentes tribus Qashqai et Bakhtiar ont pratiquement fait sécession. L'autorité centrale n'avait aucun pouvoir dans les régions du sud où il y avait le pétrole. Et comme le gouvernement était faible, il ne pouvait pas imposer sa décision à la compagnie. La conduite d'Anglo-Iranian Company envers des Iraniens était empreinte d'un orgueil insupportable pour une race qui se glorifiait de son passé et regardait avec confiance vers son brillant avenir. Avec l'avènement de Reza Shah et l'instauration de l'autorité centrale dans les provinces, petit à petit, on a commencé à critiquer et demander la modification de cette concession. En premier lieu, le Shah avait la volonté de rénover, de régénérer son pays. Et la source essentielle des revenus de celui-ci était le pétrole. En second lieu, le Shah voulait que la Perse reprenne elle-même en main ses destinées. Et dès lors, la présence dans son pays d'une compagnie contrôlée par des étrangers et associée avec le gouvernement britannique était en contradiction avec le nouveau statut qu'il souhaitait pour la Perse. L'Anglo-Persian Oil Company est le reflet de l'intervention étrangère dans l'Iran. Cette entreprise qui dispose des plus grandes ressources de l'Iran et en tire des millions de profits en contrepartie d'une modique somme se conduit avec une indépendance vis-à-vis du gouvernement de l'Iran que celui-ci ne pouvait tolérer de la part d'aucun chef de tribu, quelle que soit sa puissance. On trouvait légitime d'exploiter les ressources des pays dans lesquels on se trouvait. Et on laissait bien sûr le minimum de revenus sur place en s'assurant le maximum de bénéfices. Les compagnies abusaient de la situation. Elles agissaient suivant l'esprit de cette époque. Cette attitude n'était pas particulière à l'industrie pétrolière, elle régnait partout. En 1932, le député perse Datchi prouve que l'Iran n'avait pas perçu le moindre revenu pour son pétrole de 1901 à 1919 et que depuis, il n'a encaissé que 10 millions de livres, une somme dérisoire comparée aux fabuleux profits réalisés en une seule année par l'Anglo-Persian. Reza Shah exige donc la révision du contrat. Lord Cadman, président de l'Anglo-Persian, se défend pied à pied. Les discussions vont durer 5 ans. La négociation a duré tellement que Reza Shah a été irrité. Il a demandé au gouvernement d'annuler unilatéralement la concession de pétrole. Cette annulation fut une décision personnelle du Shah. Il avait été traumatisé par l'incapacité de ses ministres à négocier un compromis, et surtout en découvrant que les revenus de 1931-1932 avaient chuté dramatiquement. L'année précédente, les revenus du gouvernement perse avaient atteint 1 200 000 livres. Et en 1932, les revenus prévus pour l'année s'élevaient seulement à 300 000 livres. Évidemment, le Shah ne pouvait être que très mécontent. Reza Shah avait en outre découvert que la compagnie tenait une double comptabilité. Les livres comptables qu'on lui présentait n'affichaient guère que des pertes. Mais il y avait à Londres d'autres livres, les vrais, qui eux révélaient que la compagnie faisait d'énormes bénéfices. Quand il réalisa qu'il avait été roulé, le Shah, en monarque absolu qu'il était, décida d'annuler purement et simplement la concession.
C'est là que le fameux accord secret d'Aknakari produisit son plein effet. L'Anglo-Persian somma ses partenaires de ne pas se mêler de l'affaire et surtout de refuser d'acheter le moindre pétrole perse. Les autres membres du cartel se conformèrent rigoureusement à cette demande et firent front commun avec les Anglais. L'exaspération du gouvernement britannique vis-à-vis de la Perse atteignit bientôt un paroxysme. Grâce à ses navires et à ses soldats, l'Angleterre était à même de faire pression sur les Iraniens pour les amener à composition. C'est de justesse qu'une intervention militaire sera évitée. Mais l'Anglo-Persian porte plainte devant la Société des Nations. Début 1933, celle-ci désigne un médiateur, Édouard Beneš, alors ministre tchécoslovaque des Affaires étrangères, qui réussit enfin à faire accepter un compromis aux deux parties. Fin avril 1933, un nouvel accord est enfin signé. Il renouvelle le monopole des Anglais sur le pétrole d'Iran. L'Anglo-Persian, qui devient l'Anglo-Iranian Oil Company, versera 4 livres de plus par tonne et 20% de ses bénéfices à Reza Shah. Mais le calcul était tel que vraiment c'était difficile pour le centre de l'Orient de contrôler le bénéfice exact et réel de la compagnie. Bref, Reza Shah s'est contenté et l'accord a été signé. Plus au sud, une autre erreur politique va coûter aux Anglais les champs de pétrole les plus riches du monde. En 1922, en Arabie, Abdulaziz Ibn Saoud, chef d'une tribu bédouine, se proclame sultan, conquiert l'ouest du pays et fait de Riyad sa capitale. Il se heurte au roi Hussein d'Irak, créature des Anglais, qui tient la moitié nord de l'Arabie et toutes ses villes saintes, la Mecque, Jeddah, Médine. De 1922 à 1930, Abdulaziz mène une série de guerres victorieuses contre Hussein que soutiennent les Anglais. Abdulaziz ne pardonnera jamais à ceux-ci d'avoir pris le parti de son ennemi. Avec l'aide du clergé musulman intégriste, il finit par écraser Hussein et se couronne lui-même roi d'Arabie. Mais d'aucuns s'intéressent déjà aux richesses du sous-sol arabe. La première concession octroyée en Arabie saoudite l'a été par le roi Abdulaziz à un major néo-zélandais, Holmes, qui travaillait pour le compte d'intérêts anglais. Ça concernait les gisements qui se sont révélés par la suite les principaux réservoirs pétroliers de la région. Et c'était un accord modeste qui prévoyait une redevance de 2000 livres or payables par an. Holmes cesse de payer au bout de 3 ans, après avoir en vain tenté de céder ses droits aux Américains. Il ne demandait que 30 000 livres pour sa concession, mais nul à l'époque n'était disposé à payer autant pour le pétrole d'Arabie Saoudite. Tant et si bien qu'en 1928, après 3 années d'annuités impayées, le roi Abdulaziz a annulé la concession. Holmes, en fait, avait obtenu une autre concession dans l'émirat de Bahreïn en 1925. Il la revend à la Gulf en 27. Mais la Gulf, qui a signé le fameux accord de la ligne rouge, est tenue de partager ses droits avec ses partenaires de l'Iraq Petroleum. Elle préfère les céder à la Standard Oil de Californie, libre, elle, de tout engagement. Bahreïn, à cette époque, était un protectorat administré par un fonctionnaire politique anglais. En conséquence, seule pouvait y acquérir une concession une compagnie enregistrée dans l'Empire britannique. La Standard Oil de Californie tourna la loi en fondant une filiale au Canada. Celui-ci faisait partie de l'Empire et en nommant à sa tête un sujet britannique. Ainsi, la branche canadienne de la Standard put acquérir cette fameuse concession de Bahreïn. En 1930, en Arabie, le géologue américain Twitchell reçoit mission de prospecter le sous-sol saoudien dédaigné par Holmes. Son rapport conclut à l'existence d'un énorme gisement pétrolier dans la région de Dharan. Malgré sa haine pour les Anglais, Abdulaziz envoie son fils Faisal leur offrir une concession. Dans les archives du Foreign Office, on trouve les instructions qui ont été envoyées à l'époque à la légation anglaise de Jeddah de remercier le roi et de décliner. Le roi Faisal m'a dit lui-même qu'à son avis, ce refus n'était pas dû à la stupidité d'un fonctionnaire borné,
mais une conséquence d'un accord de partage des marchés entre le Royaume-Uni et les États-Unis, formé par une ligne qui aurait été du nord de l'Irak au Qatar, laissant aux Anglais tout ce qui est à l'est, le Koweït, Bahreïn, aux Américains tout ce qui est à l'ouest, essentiellement l'Arabie saoudite. Devant le refus des Anglais de s'intéresser à la concession, le roi Abdulaziz, dont il offre 20% au géologue Twitchell qui a fait le rapport, et en lui demandant de la développer. Twitchell, qui est un technicien sans ambition, qui a envie de rentrer dans son pays, refuse. La Standard Oil de Californie, tout juste installée à Bahreïn, apprend la chose, embauche Twitchell à prix d'or et le renvoie à Riyad avec son directeur, Hamilton. Ils ont mission de négocier l'achat de la concession vacante. Il y avait alors en Arabie Saoudite un Anglais arabisant qui était devenu le conseiller du roi Ibn Saoud. Cet homme s'appelait Harry Philby. Ex-agent de l'intelligence service en Arabie pendant la guerre, Philby, qui parlait arabe couramment, s'était fixé à Jeddah comme concessionnaire des voitures Ford. Il s'était fait musulman. Le roi Ibn Saoud lui avait offert un palais, mais Philby ne gagnait guère d'argent à vendre les voitures Ford. Aussi se laissa-t-il acheter par la Standard Oil de Californie. Il n'a pas été soudoyé. Il a reçu des honoraires pour son entremise dans la négociation. Philby voulait que cette affaire fût fructueuse à la fois pour le roi et pour la compagnie qu'il avait accepté d'aider. Philby combine une série de rencontres entre Hamilton et Ali Sulaiman, ministre des Finances du roi Abdulaziz. Les Anglais se réveillent soudain, dépêchent un négociateur à la cour saoudienne. Philby ne tarda pas à découvrir que les Anglais ne voulaient la concession que pour empêcher les Américains de mettre la main dessus. Quand il s'en rendit compte, Philby favorisa les Américains, sachant que du moins ferait tout pour tirer du pétrole du sol. D'autant qu'Abdulaziz veut être payé en or. Les Anglais refusent. On est en pleine crise économique de 1929 et le Royaume-Uni a mis l'embargo sur l'or. Les Américains font savoir à Philby qu'ils sont prêts, eux, à satisfaire aux désirs du roi. L'argument est décisif. En 1933, Hamilton et Sulaiman signent le traité qui accorde la concession à la Standard Oil de Californie et que scelle un festin pantagruélique. Les termes du contrat sont plus durs que ceux consentis jadis à Holmes, mais dérisoires comparés aux profits fabuleux que les Américains tireront de leur gisement. Les 30 000 livres en pièces d'or exigées à la signature seront comptées au roi une à une. En outre, la Socal a promis de lui verser chaque année une avance de 5 000 livres or plus 15 000 à la première commercialisation du pétrole. À l'époque, les États-Unis ont eux aussi interdit toute sortie d'or. La légende veut que les pièces comptées à Abdulaziz aient été achetées en fraude en Angleterre par Hamilton. C'est un canard. C'est vrai que les États-Unis avaient suspendu la convertibilité du dollar en or. Mais une compagnie américaine, voire un particulier, pouvait en avoir et en user pour leurs affaires. À l'époque où la concession a été signée, le roi Abdulaziz n'était guère optimiste. Il aurait été bien plus heureux si nous lui avions foré des puits d'eau potable. Les premières recherches débutent en 1934. Intensivement, mais dans des conditions terriblement dures. Elles sont menées par une petite équipe américaine que commande le géologue Max Steinecke. Mais en fin d'année, la Standard Oil de Californie doit céder la moitié de sa concession saoudienne à une autre compagnie avec laquelle elle est déjà associée pour l'exploitation de ses gisements à Bahreïn, la Texaco. Manquant de débouchés pour son pétrole, la Standard Oil a dû traiter avec Texaco qui dispose d'un immense réseau commercial en Asie. En échange, la Standard cédera la moitié de toutes ses découvertes ultérieures à Texaco. De cette association pour l'exploitation du pétrole saoudien naîtra en 1935 l'Arabian American Oil Company
la toute-puissante et légendaire Aramco. Le gouvernement saoudien nous apportait tout son appui. Il était très anxieux de nous voir réussir à trouver du pétrole. Il n'existait ni carte du pays ni route. Il nous fallait tout créer. Il y a eu des tas de problèmes dus surtout à des malentendus. Les Saoudiens nous contemplaient comme des magiciens qui allaient les rendre riches. Il est vrai que leur standard de vie était déplorablement bas. C'est nous qui leur procurions tout ce dont ils avaient besoin. Et nous devions tout importer de l'extérieur. Quand je suis arrivé là-bas, tout le monde était très pessimiste dans l'Aramco, qui s'appelait encore à l'époque la Californian Arabian Standard Oil Company. On avait déjà foré plus de 10 puits en 2 endroits. Ils avaient donné du gaz et un peu de pétrole. Et l'on était en train d'approfondir l'un des trous, histoire de voir si quelque chose allait enfin en sortir. L'avenir aurait été sacrément bouché si le puits numéro 7 ne s'était pas décidé à cracher du pétrole. Mais en mars 1938, il s'est mis à produire et ça a été un fameux puits. Peu après, nous avons localisé des gisements encore plus fabuleux que tout ce dont nous avions pu rêver auparavant. Japonais, Italiens, Allemands tentent à leur tour d'obtenir des concessions. Mais l'Arabie est désormais la chasse gardée de l'Aramco. Alors que ces événements se déroulent en Arabie Saoudite, le Koweït, un minuscule émirat voisin, fait aussi son entrée dans l'histoire du pétrole. Des prospections effectuées dès 1920 ont éveillé les convoitises de la Gulf américaine et de l'anglo-iranienne britannique. Il y a eu de terribles rivalités pour les riches champs de pétrole du Koweït, ce bout de territoire coincé entre l'Irak et l'Arabie Saoudite. Les Américains et les Anglais se disputaient ces gisements, faisant pression les uns et les autres sur le cheikh du Koweït pour l'amener à leur signer un contrat. Cette fois encore, les Américains firent preuve d'astuce. Le Koweït étant un territoire sous mandat britannique, ils y envoyèrent un Anglais comme négociateur, le fameux Frank Holmes. Celui-ci brûlait de toucher la commission promise s'il enlevait le marché. De leur côté, les Britanniques avaient envoyé un Anglais absolument typique, Archie Chisholm, qui parlait, comme on dit en Angleterre, avec un accent du genre « la-di-da », mais qui savait admirablement mener une négociation. Il offrait de l'argent au cheikh du Koweït pour qu'il signe avec les Anglais. Et Frank Holmes en faisait autant pour qu'il signe avec les Américains. Et les prix grimpaient de plus en plus. Un dimanche, où tous deux se trouvaient à l'église locale et où Archie Chisholm était assourdi par la terrible voix de baryton de Holmes, la solution apparut à Chisholm alors qu'ils chantaient ensemble un psaume. « Pourquoi nous battre ?» demanda-t-il à Holmes. « Adoptons la solution du roi Salomon et partageons-nous le bébé. » Et il suggéra à Frank Holmes de partager la concession entre Anglais et Américains. D'un commun accord, ils rabattirent les prix qu'ils offraient et le cheikh fut forcé de se contenter d'un prix très inférieur. Voilà comment les concessions pétrolières furent exploitées conjointement par les Anglais et les Américains. La Gulf et l'Iranian Oil constituèrent une société commune, la Kuwait Oil Company. La première se chargea des forages. En 1936, le pétrole jaillit à Bara, mais se tarit très vite. Les Anglais qui s'étaient réservé la direction administrative s'obstinèrent à forer à Bara, alors que tout indiquait que la nappe de pétrole se situait à Bourgane. C'était voulu, il y avait alors trop de pétrole. Les Anglais voulaient éviter de concurrencer leurs puits d'Irak et d'Iran. Le Koweït resta donc improductif et sous-développé. La mauvaise volonté des Anglais déchaîne la fureur du cheikh Ahmad al-Jabir. En représailles, il laisse les agents nazis opérant au Moyen-Orient fomenter en 1937 des émeutes anti-britanniques, tandis que lui-même quitte sa capitale et se met à l'abri dans son palais de l'île de Failaka, au large de la côte. Les Anglais ont compris l'avertissement. Pour apaiser Ahmad al-Jabir et son peuple, la Kuwait Oil se décide enfin à forer dans la région de Bourgane, avec un succès immédiat et total. Elle découvre à 1000 mètres de profondeur un gisement d'une richesse inouïe. La guerre va suspendre sa mise en exploitation
Le premier pétrolier ne quittera le Koweït qu'en 1948. En France, l'automobile est restée l'apanage de la bourgeoisie durant les années folles. Avec l'avènement du Front populaire et des congés payés en 1936, elle se démocratise. En réponse à l'Allemagne nazie qui lance la Volkswagen, Citroën crée la 2 chevaux. Mais si en France l'essence est abondante et à bon marché, la situation est moins brillante en Italie. Les maigres gisements pétroliers exploités dans la vallée du Pô sont loin de couvrir les besoins de l'Italie qui achète l'essentiel de son carburant en Roumanie. Les Italiens étaient très déçus parce qu'ils n'avaient pas pu obtenir une participation dans le potentiel du Moyen-Orient, tandis que les Français avaient pu obtenir la partie allemande d'avant-guerre de la Deutsche Bank dans la Turkish Petroleum. Mussolini n'avait de la politique pétrolière qu'une vision très générale et très vague, parce qu'il n'existait aucune grande industrie pétrolière en Italie. Il n'avait donc personne avec qui en discuter. C'est pourquoi il balançait d'une solution à l'autre, sans idée bien précise. Privé pour lui procurer du pétrole et laissait la bride sur le cou aux spécialistes de la question. Au point qu'il était prêt à confier les recherches pétrolières en Italie à la compagnie américaine Sinclair. C'est une levée de bouclier des industriels italiens qui l'en empêche. Les Italiens, sous Mussolini, ont tâché d'imiter la France en établissant une compagnie de l'État, la Jeep. La Jeep fut créée en 1927 avec des statuts horriblement confus pour tenter de mettre tout le monde d'accord. La Jeep commença des recherches pétrolières en Italie avec des fonds d'État prélevés à l'origine sur le budget de l'agriculture. La Jeep travaillait pour l'État comme opérateur technique et ses frais étaient à charge de l'État. La Jeep, mis à part la recherche pétrolière en Italie, poursuivait 2 objectifs essentiels. D'abord, unifier toutes les petites et moyennes exploitations existantes pour constituer une industrie pétrolière d'une dimension valable. Et elle obtint là un succès notamment en matière de raffinage et de distribution. Son second but était d'acquérir une dimension internationale. Son premier champ d'action fut l'Europe orientale. Elle acquit des participations dans la Praova, la plus grande compagnie pétrolière roumaine, et dans d'autres sociétés. Après la crise de 1930, Mussolini créa l'IRI et ce fut un coup de génie qui contribua sérieusement à résoudre le problème pétrolier italien. Cet organisme était totalement étranger au fascisme, dirigé par des gens qui n'étaient pas fascistes et Mussolini le savait parfaitement. Le 3 octobre 1935, Mussolini, qui a fait de l'expansion coloniale l'un des piliers de sa politique, attaque l'Éthiopie. Pour avoir contenu jusque-là les visées d'Hitler sur l'Autriche, il se croit sûr de l'appui de la France et de l'Angleterre. Mais la Société des Nations vote des sanctions économiques contre l'Italie que menacent la France et l'Angleterre. Celle-ci aurait un moyen radical d'arrêter Mussolini, interdire le canal de Suez à ses transports de troupes. Elles ne le feront jamais. Quant aux Américains et aux Anglais, Mussolini les a neutralisés en leur promettant à chacun séparément et en secret le monopole du pétrole qui pourrait exister en Abyssinie. Le 5 mai 1936, l'Éthiopie est vaincue. Les sanctions ont été une vraie mascarade, une mesure très peu sérieuse, qui n'a jamais affecté le moins du monde la vie économique italienne. Les compagnies pétrolières étrangères ne les ont jamais appliquées. Elles possédaient en Italie, à cette époque, des réseaux de distribution de carburant qu'elles entendaient bien continuer à approvisionner. Jamais l'idée n'a effleuré personne que les pompes d'Esso ou de Shell puissent être à sec du fait des sanctions. D'autre part, le Mexique produisait déjà intensivement et c'était l'époque où on commençait à y parler de nationalisation. Jamais les Mexicains
n'auraient accepté qu'on les empêche d'exporter du pétrole vers l'Italie sous prétexte de sanctions. Enfin, il y avait le pétrole roumain, si bien que le problème de l'approvisionnement en carburant ne s'est jamais posé. Par contre, et paradoxalement, la guerre d'Éthiopie a contrecarré le développement de l'industrie pétrolière italienne, et notamment ses projets axés vers le Moyen-Orient. L'Italie, grâce à des prises de participation compliquées, s'était assurée au temps du vieil empire ottoman des intérêts dans la part allemande des pétroles du Moyen-Orient. Ces intérêts auraient acquis une valeur énorme dès l'exploitation des gisements. Mussolini ne s'en rendit même pas compte. Pour acheter les matières premières nécessaires à l'économie italienne pendant les sanctions et financer les opérations militaires en Éthiopie, Mussolini vendit contre des livres sterling or les parts de l'Italie dans la British Oil Development, devenue l'Iraq Petroleum Company. Le seul effet des sanctions sera de pousser Mussolini dans le camp d'Hitler. Elles n'ont même pas ralenti la coopération entre l'AGIP et les Américains. Des recherches ont été menées de 1936 à 1937 par des compagnies américaines qui expérimentaient pour la première fois les procédés sismiques. Les résultats furent positifs et révélèrent l'existence de structures justifiant des forages. On entama aussi des prospections dans l'Empire, en Libye et en Éthiopie, sans aucun résultat. Elles ne furent pas sérieuses. L'État italien ne prenait plus ses travaux à sa charge. L'AGIP devait les financer elle-même et ses possibilités financières étaient plus que réduites. En juillet 1936, l'Espagne sombre dans la guerre civile. En dépit du principe de non-intervention, chaque camp reçoit une aide étrangère considérable et le pays devient un champ clos où s'affrontent marxistes et fascistes du monde entier. Ravitaillée en carburant par les Russes, l'Espagne républicaine est depuis longtemps un marché perdu pour les compagnies pétrolières internationales. Toutes soutiendront plus ou moins ouvertement Franco. La compagnie américaine Texaco approvisionne les nationalistes. Elle compte ainsi assurer sa position dans l'Espagne franquiste. Des cargaisons d'essence destinées à la Belgique sont détournées vers les ports nationalistes. Défiant Roosevelt, Texaco fournira à Franco 6 millions de dollars de carburant à crédit. Au Mexique, fin 1920, l'élection à la présidence du général Obregón marque le début d'une vraie politique sociale et des premières mesures contre la grande propriété. Obregón n'en sera pas moins accusé d'avoir concédé d'exorbitants avantages fiscaux aux sociétés pétrolières étrangères contre la reconnaissance de son régime par les États-Unis et un prêt de 5 millions de dollars du pétrolier américain Doheny. L'insécurité du travail continue à faire de nombreux morts dans les champs de pétrole. La loi du travail de 1931, la première au monde à régir les rapports entre patrons et ouvriers, favorise la fusion des 21 syndicats des ouvriers du pétrole en 1935. Les compagnies étrangères qui exploitaient les gisements de pétrole avaient l'exportation comme seul objectif. C'était leur unique préoccupation et elles ne se souciaient pas le moins du monde des besoins de notre pays. Pour comble, ces compagnies qui n'acquittaient qu'un impôt dérisoire sur le brut qu'elles exportaient en réimportaient une partie une fois raffinée. Et le consommateur mexicain, pénalisé par le coût de toutes ces opérations, était en plus lourdement taxé. Le carburant extrait dans leur propre pays était hors de prix pour les automobilistes mexicains. Fin 1934, le général Cárdenas est élu président. Ancien chef militaire d'une région pétrolière, il a pu y juger de la condition misérable des travailleurs. En 1937, l'exaspération de ceux-ci atteint un paroxysme. Les ouvriers mexicains du pétrole demandèrent une augmentation de salaire représentant un total de 26 400 000 pesos. À l'époque, le dollar valait 3 pesos 40 au Mexique. Les compagnies pétrolières prétendirent qu'elles étaient dans l'incapacité financière de satisfaire cette revendication. Les experts mexicains prouvèrent le contraire et l'affaire fut portée devant la Cour suprême de justice qui donna tort aux compagnies. Et comme celles-ci refusaient de se soumettre,
les ouvriers du pétrole qui s'étaient organisés commencèrent à déclencher des grèves. D'abord des grèves locales dans tous les centres pétroliers du pays, puis le mouvement s'étendit et ce fut la grève générale. La morgue des compagnies refusant d'obéir à la décision de la Cour suprême de justice aboutissait ainsi à paralyser tout le pays. Autre aspect des choses, en bravant la sentence de la Cour, les compagnies lançaient un défi que le gouvernement se devait de relever. Il n'avait plus le choix. Ou bien il ripostait avec le seul moyen encore à sa disposition, la nationalisation, ou bien il avouait son impuissance. La fierté patriotique a pris le pas sur les revendications sociales des ouvriers du pétrole. Le 18 mars 1938, Lázaro Cárdenas saute le pas, signe le décret qui exproprie toutes les compagnies étrangères et nationalise en totalité le pétrole. Ils se sont soutenus par l'unanimité du peuple mexicain. La nationalisation touche principalement la Mexican Eagle, devenue Shellmex, une filiale de la Shell qui possède les plus riches concessions du Mexique. La proclamation du décret de nationalisation soulève dans tout le pays, et surtout à Mexico, un véritable délire populaire. Mais les sociétés étrangères refusent de s'avouer vaincues. La première réaction des compagnies pétrolières expropriées fut de boycotter toutes nos ventes de pétrole à l'étranger. Ensuite, elles refusèrent de nous fournir le matériel et les techniciens nécessaires à la poursuite de l'exploitation pour nous empêcher de produire nous-mêmes. Enfin et plus concrètement, l'Angleterre fut à deux doigts de nous déclarer la guerre. Son ambassadeur, Sir Mel, envenima la situation autant qu'il le put, tant et si bien que le Mexique rompit toute relation diplomatique. Il y allait de l'honneur du pays. Certaines des compagnies dépossédées financent alors un putsch organisé contre Cárdenas par le général Saturno Cedillo que manipule l'intelligence service. Mais l'insurrection est rapidement écrasée par les troupes fédérales. Cárdenas a tout le pays derrière lui. Les entreprises américaines réclamèrent une intervention militaire de leur gouvernement contre nous. Mais Roosevelt et les États-Unis prirent notre parti contre leurs propres compagnies pétrolières. Quant aux Anglais, ils renoncèrent à attaquer le Mexique et confièrent la défense de leurs intérêts aux Américains. Ainsi, les sociétés pétrolières anglo-américaines échouèrent devant la détermination des gouvernements du Mexique et des États-Unis. La loi d'expropriation a prévu un système d'indemnisation des compagnies dépossédées échelonné sur 10 ans. Dans un formidable élan de solidarité patriotique, le peuple mexicain va sacrifier économie, bijoux, objets précieux et jusqu'aux biens les plus humbles pour permettre à son gouvernement aux abois d'acquitter la première annuité. Jusqu'à la guerre, la situation pétrolière du Mexique restera critique. Le cartel des trusts pétroliers fondé en 1928 à Acnacari boycotte sa production. Une société d'État, la Pemex, a été chargée de l'exploitation du pétrole mexicain. Mais même vendu 5% au-dessous des cours, celui-ci ne trouve plus preneur. La production chute de moitié. En retirant ses fonds des banques mexicaines, le cartel accule le pays à la ruine. Ce sont les commandes massives de l'Allemagne, de l'Italie et du Japon qui permettront à la Pemex de survivre jusqu'à ce que la Seconde Guerre mondiale lui rouvre enfin le marché américain. Le malheur des uns faisant le bonheur des autres, la nationalisation du pétrole mexicain provoque un véritable boom de la production au Venezuela, où la Shell et la Standard Oil font la loi depuis longtemps. Mais les incursions des sous-marins nazis sur les côtes réduiront cette activité durant la Seconde Guerre mondiale. Peu avant celle-ci, la Royal Dutch Shell est devenue en 30 ans la seconde puissance pétrolière mondiale. Elle le doit au génie d'Henri d'Etterday. Il a su assurer à son groupe des sources d'approvisionnement dans le monde entier et tenir tête victorieusement à la Standard Oil sur tous les marchés.
C'est aussi un financier hors pair. Pendant la grande crise mondiale, il a fait réaliser des bénéfices fabuleux à la compagnie, rien qu'en spéculant sur les énormes montants en devises étrangères de toutes sortes encaissés par celle-ci. Il avait une vision sur l'économie qui était une vision européenne, pas une vision nationale. Il a dit, dans la crise de 1930, on ne peut jamais reconstituer une économie saine en Europe si on laisse tomber les Allemands. Il avait peu à peu développé une vraie mégalomanie. Il croyait fermement aux vertus de la dictature et du pouvoir autocratique, aussi bien dans sa compagnie que dans le monde en général. À mesure qu'il prenait de l'âge, Henri d'Etterding devint un pro-nazi de plus en plus fanatique. Bien des gens pensaient qu'il était vraiment fou. Sa dernière épouse, une Allemande, était une nazie convaincue. Je pense qu'il a été en partie influencé par elle. Il est même devenu l'intime de certains chefs nazis. Il habitait l'Allemagne et il devenait très intéressé ou enthousiaste pour le régime nazi, ce qui rendait très délicate la situation de la Shell. Je ne crois pas qu'il a soutenu les Allemands. Il y a des lettres de d'Etterding avant que Hitler est venu au pouvoir, dans lesquelles il lui est décrit comme un homme ridicule, comme un politicien qui ne fait que des promesses. On a formellement accusé d'Etterding d'avoir financé le parti nazi à ses débuts à cause de la volonté exprimée par Hitler dès l'origine d'envahir un jour l'URSS. d'Etterding espérait sans doute ainsi reconquérir ses pétroles de Bakou. Il n'était pas très généreux et je crois que c'est une simplification d'une relation avec les nazis. En effet, les nazis n'avaient pas besoin de son argent. Toujours est-il que c'est avec un intense soulagement que les autres dirigeants de la Royal Dutch Shell le voient prendre sa retraite en 1936. Henri d'Etterding mourra 2 ans plus tard à Saint-Moritz. Bien que son testament n'exprime aucune volonté sur ce point, Charlotte Knaak, son épouse allemande, fera inhumer d'Etterding dans sa propriété de Mecklembourg, en Allemagne, en présence de nombreux hauts dignitaires nazis. Hitler et Göring en verront de somptueuses couronnes. C'est vrai, beaucoup de chefs nazis assistaient à ses funérailles. Mais c'est le genre de secret que les compagnies pétrolières préfèrent enterrer. Pour éviter que cela se renouvelle jamais, les dirigeants de la Shell ont depuis soigneusement évité de réunir trop de pouvoir entre les mains d'un seul homme. Dès l'arrivée d'Hitler au pouvoir en 1933, l'Allemagne réarme intensivement. Avec une tranquille impudence, le Troisième Reich prépare la guerre et se dote des chars et des avions de combat que lui interdit le traité de Versailles. Ces armadas d'engins blindés, de chasseurs, de bombardiers ont besoin d'énormes quantités de carburant que l'Allemagne ne produit pas sur son sol. Certes, depuis 1920, l'Allemagne exploite quelques puits dans le Hanovre. Le plus ancien est celui de Witz. En 1924, on a également découvert un maigre gisement près de Celle. Mais cette production intérieure reste insignifiante comparée aux énormes besoins des Panzer et de la Luftwaffe. Hitler se préoccupe donc de leur procurer le carburant indispensable. Il peut compter sur la complicité intéressée mais suicidaire des Américains. Dans les années qui ont préparé la guerre, en Allemagne, l'IG Farben avait été chargé par le Troisième Reich de lui monter son approvisionnement pétrolier en tout domaine. Et en particulier, en produits rares et difficiles. L'un d'eux, entre parenthèses, était un nouveau produit qui était le caoutchouc Buna. Pour ce faire, l'IG Farben, et cela ne datait pas de 1935, avait établi des rapports assez étroits avec des sociétés américaines, détentrices de brevets remarquables, notamment avec la Standard Oil of New Jersey, actuellement Exxon. Et pendant longtemps, d'ailleurs, ils auront même une filiale commune aux États-Unis. Exxon et l'IG Farben avaient des programmes communs de recherche, non seulement en pétrochimie, mais dans tous les secteurs.
Leur contrat stipulait qu'elles pouvaient se céder mutuellement le soin de mener certaines recherches pour éviter de se concurrencer. Le contrat signé entre Exxon et IG Farben précisait que nous détenions le monopole du marché américain et qu'il s'interdisait de s'y implanter. Et nous, de notre côté, nous nous interdisions toute immixtion dans leur travail en Allemagne. Le secteur le plus essentiel était celui du caoutchouc synthétique. IG Farben s'est chargé de le développer et les Américains ont accepté en vertu de leur accord. Ce marché de dupes est signé en 1934. Exxon va freiner puis stopper ses propres recherches, laisser les Allemands exploiter ses brevets et prendre une énorme avance dans la fabrication du caoutchouc synthétique. Toute l'Allemagne se hérisse d'usines de Buna. Un autre problème s'est posé. Le besoin qu'avaient les armées allemandes, surtout l'aviation allemande, de plomb tétraéthyle, produit indispensable pour remonter ce qu'on appelle l'indice d'octane. Les avions ayant besoin d'essence à indice d'octane très élevé avaient donc besoin de plomb tétraéthyle. Or, peu de gens en fabriquaient dans le monde et le grand fabricant de plomb tétraéthyle était une filiale à la fois de la General Motors et de Esso, c'était Ethyl Gasoline Corporation. Or, le général Milch, choisi par Göring pour remonter son aviation, avait d'excellents rapports avec ses confrères outre-Atlantique et a réussi à négocier des achats très importants de plomb tétraéthyle dans les années 36-37 qui ont permis à Hitler de pouvoir compter sur son aviation puisque celle-ci aurait les carburants nécessaires pour toute intervention militaire nécessaire. Les publicités Esso de l'époque témoignent des bons rapports que la firme américaine entretient alors avec les Allemands. Les échanges secrets de technologies militaires entre Esso et IG Farben se poursuivront jusqu'à décembre 1941. Cette affaire a été le plus gros scandale de la Seconde Guerre mondiale, mettant en cause les abus des compagnies, avec pour résultat que le président Truman accusa formellement la compagnie Exxon de trahison. L'instruction de l'affaire et les investigations se sont poursuivies très longtemps. Imaginer que nous avons livré des secrets militaires essentiels à l'ennemi est complètement aberrant. Je pense que finalement, il a été parfaitement établi que ce n'était pas le cas. Mais il est exact qu'il y a eu une enquête à l'époque. Ce scandale obligea Tiggle, président d'Exxon, à démissionner en 1952 et Bill Farish, son directeur général, mourut désespéré la même année. Le 1er septembre 1939, la Seconde Guerre mondiale éclate. Une guerre totale qui sera menée surtout par d'énormes masses de chars, d'avions, de véhicules, de navires. L'importance stratégique du pétrole va s'affirmer décisive. C'est lui, plus que la force numérique des armées, qui forgera la victoire. Au début, l'Allemagne dispose de tout le carburant nécessaire. Elle a constitué d'énormes stocks et la signature du pacte germano-soviétique le 23 août 1939 lui assure de fortes livraisons de pétrole russe. Mais surtout, le Troisième Reich continuera jusqu'à fin 1941 à recevoir des flots d'essence par Hambourg via les ports de la Suède, pays neutre. C'était essentiellement du pétrole américain. Des États-Unis arrivaient des cargaisons entières, mais aussi du Mexique et du Venezuela, grâce à des tours de passe-passe effectués par les grandes compagnies. Le 10 mai 1940, après avoir réglé le sort de la Pologne, les Allemands se ruent soudain sur la Belgique et la Hollande. Panzer et Stuka les écrasent en quelques jours. Largués sur la Hollande, les parachutistes du Reich s'emparent des ponts sur la Meuse et le Rhin intacts. Le 14 mai, une nuée de bombardiers pilonne sauvagement Rotterdam, qui est déjà le plus grand port pétrolier d'Europe. Une mer de feu noie la ville. Il y aura 1000 morts, 77 000 sans-abri. Toutes les installations pétrolières et 27 000 immeubles sont détruits. La Hollande capitule. La Belgique s'effondrera le 28 mai. Mais dès le 13, les Panzers font sauter le verrou de Sedan, déferlent vers la Somme, puis la mer. Organisés en divisions autonomes, les blindés allemands écrasent les chars français répartis en petites unités assujetties à l'infanterie.
La Luftwaffe écrase méthodiquement sous ses bombes toutes les installations pétrolières françaises au nord de la Loire. Son premier objectif sera Port-Jérôme, la plus grande raffinerie d'Europe, pourtant filiale de la Standard Oil américaine. Les autres centres pétroliers subiront le même désastre. Les hostilités de 1940 ont failli coûter la vie à la Compagnie française des pétroles parce qu'il y a eu des bombardements. Ces usines de raffinage, surtout celle de Normandie, Gonfreville, a été détruite, incendiée, parce qu'on a brûlé en juin 40 tous les produits pétroliers. Il y a eu un nuage sur Paris qui a duré plusieurs jours et qui venait de là. Et enfin aussi parce que les Allemands se sont pas gênés pour démanteler certaines unités de distillation qu'on retrouvera éparses en Allemagne dans les années 45. Mais d'autre part, autre atteinte grave à la Compagnie française des pétroles, c'était la rupture de ses approvisionnements à partir du Moyen-Orient. Et parce que la France était occupée, la CFP se trouvait passible du Trade with Enemy Act, une législation britannique qui met sous séquestre les biens qui sont sous le contrôle ennemi. Et les Anglais n'ont pas hésité à considérer que la Compagnie française des pétroles était sous contrôle ennemi. L'armistice à peine signé, le gouvernement britannique saisit les parts de la Compagnie française des pétroles dans l'Iraq Petroleum Company, et aussi celle de Gulbenkian, réfugié à Vichy. Ainsi, l'Iraq Petroleum passe en totalité entre les mains des Britanniques et y restera jusqu'en 1948. Pour la CFP, c'était très grave, parce que justement, elle se trouvait prise au piège du fameux système de coopérative de production. Une coopérative de production, ça veut dire qu'on fait appel à vous à chaque fois qu'il y a un coup à faire. En avril 40, l'IPC avait pris la décision de doubler le fameux pipeline d'Irak. Par conséquent, la CFP devait faire des apports de fonds. N'ayant pas l'argent, elle avait souscrit un emprunt à une banque hollandaise en avril et avait viré par prudence cet emprunt dans des banques américaines. Le directeur général de la compagnie, René de Montaigu, a été envoyé par le gouvernement français aux États-Unis. Il est allé voir un directeur de la Mobile, qui était un grand ami de la France, en lui demandant « Cet argent qui est à nous, on le met à votre disposition, et voulez-vous, à chaque fois qu'il y a un appel de fonds d'IPC, pendant les hostilités, voulez-vous souscrire pour notre part ?» C'est ce qu'a fait très loyalement le monsieur Schitz en question, le directeur de Mobile. À l'automne 40, Hitler déclenche une série de raids terroristes contre l'Angleterre, restée seule face à l'Allemagne. Les stocks de carburant du Reich lui interdisent une guerre longue. Leur renouvellement sera de plus en plus aléatoire. Hitler doit au plus tôt venir à bout de l'Angleterre. Ces bombardements préparent en fait l'invasion des îles britanniques pratiquement sans défense. C'est au pétrole que les Anglais vont confier la protection de leurs plages les plus menacées. Ils les hérissent de rampes d'arrosage, capables de cracher des jets de carburant enflammés et de dresser un mur de feu sur la mer. Le ravitaillement en pétrole est devenu de plus en plus difficile. Il en arrivait fort peu d'Amérique. Il venait surtout de la Roumanie, sur laquelle l'Italie possédait un certain contrôle. Mais la Roumanie était l'objet des convoitises des Allemands qui ont fini par accaparer son pétrole. Une petite part a pourtant continué à nous arriver par l'Allemagne via Hambourg. Dès juin 40, l'Allemagne a imposé à la Roumanie un gouvernement pro-nazi. Le roi Carol cède le pouvoir au maréchal Antonescu. En novembre, la Roumanie s'allie aux forces de l'Axe et son pétrole passe sous le contrôle des Allemands qui mettent ses puits en coupe réglée. En février 1941, le maréchal Rommel débarque en Libye pour secourir les armées italiennes mises en déroute par les Anglais. En 2 mois, l'Africa Corps renverse la situation, reconquiert toute la Cyrénaïque, taille en pièces les Britanniques et atteint la frontière égyptienne. Le manque de carburant va briser cet élan irrésistible. Avions et sous-marins anglais interdisent la Méditerranée aux pétroliers de l'Axe.
Le 22 juin 1941, après avoir écrasé la Grèce et la Yougoslavie, les armées du Troisième Reich envahissent l'Union soviétique sur un front de plus de 1000 km. En quelques semaines, elles bousculent les armées russes, conquièrent les pays baltes, le Donetsk, l'Ukraine, détruisent des centaines d'avions et de chars et capturent 200 000 prisonniers. Mais elles butent sur les verrous de Moscou et de Leningrad. Ils ne sauteront pas. Hitler modifie alors sa stratégie, conçoit un plan démesuré. Une double attaque en tenaille. Les Indes tomberont comme un fruit mûr. En URSS, foncera vers la Crimée, franchira le Don, atteindra le Caucase et raflera les fabuleux champs de pétrole de Bakou. Dans le même temps, en Libye, Rommel, qui déjà a repris la Cyrénaïque et pénètre en Égypte, marchera sur le Caire, où doit éclater un soulèvement nationaliste, et s'emparera de Port Saïd, clé du canal de Suez et de la route des Indes. Ralliant les nations arabes, que le grand mufti de Jérusalem appelle déjà à la guerre sainte contre les Anglais, protecteurs des Juifs, Rommel remontera à travers la Syrie vichiste vers l'Irak en pleine révolte contre les Anglais. Au passage, la Wehrmacht occupera le fabuleux réservoir de pétrole de Mossoul. Protégés sur leurs arrières par la Turquie, neutre mais favorable à l'Axe, l'Afrika Korps et les armées du front Est feront leur jonction en Iran. Là, Reza Shah et 3000 agents nazis les attendent, prêts à s'emparer par surprise des gisements de l'anglo-iranienne. Groupés, les deux armées marcheront enfin sur l'Inde. Les Japonais, qui en décembre vont déferler sur le Pacifique et l'Est asiatique, prendront celle-ci à revers et y feront leur jonction avec la Wehrmacht. La moitié du monde sera dominée par les forces de l'Axe. La perte de tout son pétrole d'Irak, d'Iran, de Birmanie mettra l'Angleterre à genoux. Coupée de toutes ses voies de ravitaillement par le sud, privée de ses gisements de Bakou, l'URSS s'écroulera elle aussi. Ce plan grandiose sera à deux doigts de réussir. Au printemps 42, Rommel n'est plus qu'à 100 km du Caire. Sur le front de l'Est, la Wehrmacht, que rien ne semble plus pouvoir arrêter, est à 150 km de la Caspienne. Un double miracle va sauver le monde libre. À El Alamein, Montgomery brise net l'élan de l'Afrika Korps, puis le refoule à court de carburant. À Stalingrad, l'héroïque résistance de l'armée rouge cloue sur la Volga la ruée allemande. Encerclée, repoussée, la Wehrmacht recule, elle ne s'arrêtera plus. C'est à un génial maître espion, le docteur Fritz Groba, qu'Hitler a confié la préparation de son plan dans les pays arabes dès avant la guerre. J'ai jadis rencontré le docteur Groba au Moyen-Orient. Il était le chef des agents secrets nazis qui y opéraient. Lui-même était un expert des questions pétrolières. Il avait parfaitement réalisé que si l'Allemagne entrait en guerre contre les Anglais, le plus sûr moyen de frapper ceux-ci au cœur était de les priver de leur source d'approvisionnement en pétrole au Moyen-Orient. Aussi, dès avant la guerre, il sillonnait les pays orientaux où il excitait le nationalisme arabe contre l'Angleterre. Il s'était fait un allié fidèle du mufti de Jérusalem, qui était l'ennemi mortel des Anglais et des Français. Il lui avait promis que les nazis chasseraient ceux-ci du Moyen-Orient si lui-même se rangeait du côté allemand. Le grand mufti se rallie à Hitler. Chassé de Palestine, il se réfugie en Allemagne où il crée une unité de SS musulmans recrutés dans les Balkans. Il proclame la guerre sainte contre les Anglais et les Juifs. Pendant ce temps, Groba fomente des émeutes anti-anglaises au Koweït et des mutineries dans les troupes indigènes de Jordanie. Il s'avéra particulièrement redoutable en Irak, où il persuada le leader nationaliste Rachid Ali de s'allier avec les Allemands. Rachid Ali leur promit des bases sitôt qu'ils entameraient leur offensive vers l'Orient.
Au printemps 41, Rachid Ali est porté au pouvoir par des officiers irakiens pro-nazis appuyés par les forces de Vichy en Syrie. Il force l'Irak Petroleum à lui fournir 4,5 millions de litres d'essence pour avion. Rachid Ali les destine aux forces aéroportées allemandes, dont Groba lui a promis l'arrivée pour le 10 mai. Avec leur appui, il chassera les Anglais. Mais le soulèvement éclate prématurément à Bagdad. Les techniciens anglais de l'Iraq Petroleum Company trouvent refuge à l'ambassade américaine qui est mise en état de siège. Une brigade de l'armée des Indes débarque à Bassora. Elle a mission de sauver les gisements pétroliers que les Irakiens ont occupés. Pour stopper la marche des troupes anglaises sur Bagdad, Rachid Ali recourt à une ruse odieuse. Il a dit à l'ambassadeur britannique « Je ne veux pas que les femmes et les enfants anglais soient pris dans la bagarre. Je ne veux pas de mort. Je vous suggère de mettre femmes et enfants à l'abri à Abaniya. Ils y seront en sécurité. » Abaniya, c'était un terrain de la Royal Air Force situé à environ 90 km de Bagdad. Sitôt que les femmes et les enfants y furent arrivés, l'armée irakienne cerna le camp et Rachid annonça « À présent, ou bien vous acceptez mes conditions, ou je fais massacrer femmes et enfants. » Mais les assiégés se retranchent, refusent toute reddition et organisent la résistance avec l'appui de soldats circassiens chrétiens. L'artillerie irakienne commença à les bombarder. Les obus se mirent à pleuvoir sur le camp d'Abaniya, détruisant ses installations et tuant beaucoup de monde. Les assiégés ne pouvaient riposter, jusqu'à ce qu'ils trouvent quelques vieux canons indiens datant de l'époque coloniale et qui ornaient l'entrée du quartier général. Par radio, ils demandèrent qu'on leur envoie des Indes d'antiques boulets de canon. Des pilotes se portèrent volontaires pour les amener et pour atterrir sous le feu des Irakiens. Sitôt les boulets livrés, les assiégés ouvrirent le feu avec leurs vieux canons et les Irakiens, pris de panique, levèrent le siège. Rachid Ali appelle Groba au secours. Le 14 mai 41, au milieu de la liesse populaire, celui-ci atterrit à Bagdad à la tête d'une escadrille allemande. Ils arrivèrent via Beyrouth et Damas, où les troupes françaises du gouvernement de Vichy avaient mis des bases à leur disposition. Ils se posèrent sur l'aérodrome de Bagdad, mais du fait de la résistance des assiégés de Abaniya, la situation se dégradait rapidement. Ils redécollèrent presque aussitôt et regagnèrent l'Allemagne. Fin mai 1941, la brigade anglaise qui a débarqué à Bassora pour mater la révolte irakienne marche sur Bagdad, l'occupe, délivre Abaniya. Les installations de l'Irak Petroleum sont intactes. Rachid Ali comptait les nationaliser. La production y reprend aussitôt. Quant au leader nationaliste, il s'est enfui en Iran. Le 8 juin 1941, l'invasion puis l'occupation de la Syrie par des troupes anglaises, appuyées d'éléments gaullistes, sanctionnera durement l'aide apportée aux avions allemands du docteur Groba par les tenants du gouvernement de Vichy. Ces événements pèseront terriblement lourd sur l'avenir de la Syrie en y favorisant l'éclosion d'un nationalisme qui forcera la France à quitter le Moyen-Orient en 1946.